Merci d'être venu pour cette dernière séance, je crois. Donc d'avoir fait la digestion, donc c'est bon, tout le monde est en forme. Et comme on va parler gros sous, en général, ça réveille. Donc on a un panel de 6 personnes, donc bonjour, ça va? Donc ce que je propose, c'est qu'un premier tour de table de 6 minutes chacun, parce que sinon on ne va pas tenir les délais. Oui, je sais qu'il y en a un qui a prévu une grosse intervention car je l'ai déjà reçu. Donc vous vous présentez en 3-4... dans les 6 minutes, vous vous présentez et vous abordez le point qui vous intéresse. En effet, vu l'étendue du sujet, on va peut-être avoir une série de témoignages et une série de points focaux sur telle ou telle chose. Et après, à travers le dialogue avec la salle, on essaiera de synthétiser tout cela. Alors je propose de faire de droite à gauche, de gauche à droite. Luc, à toi l'honneur. Notre invité d'honneur, allez, on va dire. Merci Jean-Bernard. Alors je suis Luc Missidi-Bazi, je suis actuellement le conseiller effectivement du Premier ministre du gouvernement congolais. Et avant j'ai donc piloté des programmes de financement Banque mondiale et aussi quelques projets de développement Internet au niveau de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Le point, il est très important parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de plus en plus de financement des programmes en Afrique, mais à mon avis, il y a quand même des gros problèmes. Le premier, c'est que le financement, il est toujours public et on ne touche toujours pas le secteur privé. Le panel précédent a relevé un peu les failles de ce financement. Et ça, c'est un des problèmes. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à voir comment on peut aider le secteur privé malgré les difficultés et les faiblesses qu'on peut retrouver dans ce secteur. Donc, vous voyez, quand par exemple la Banque mondiale, la BAD ou encore l'Union européenne, ce sont toujours des projets étatiques qui se montent. Pendant 2-3 ans, nous sommes en train de monter les projets. Et quand on monte les projets, à l'exécution, ça ne correspond même plus aujourd'hui à ce qu'il y a comme besoin sur le terrain. Donc, c'est une des failles. Et je pense qu'il faut moderniser à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est aussi la gouvernance des financements. Beaucoup de milliards pour des choses qui sont souvent dupliquées. Et ça, c'est la faiblesse des financements. On ne fait pas les mêmes institutions financières financent des projets qu'on a déjà financés 2, 3, 4 fois, alors que le secteur privé souffre sur le côté. Et puis, il y a des nouveautés. Ce qui est innovant aujourd'hui, c'est... on parle de plus en plus de e-commerce, de e-gouvernement, et on se rend compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de flux de commerciaux qui vont de l'Afrique vers l'Europe. Et je prends un exemple, quand vous achetez par exemple sur votre plateforme Amazon ou Fnac, vous payez le prix identique que le prix de celui qui habite en Europe. Or, il y a souvent une TVA qui s'ajoute, qui n'est pas reversée, et peut-être que ce canal de taxation peut être revu parce que on cherche toujours la chose la plus facile à taxer, c'est la consommation des utilisateurs. Alors que dans le développement et les OTT, c'est la mode aujourd'hui. Et alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afrique, quand on achète de plus en plus sur les plateformes qui sont pour la plupart des produits européens occidentaux, on paye en plus ces taxes. Et comment ces taxes payées en surplus peuvent être un outil de développement ou de financement des petites entreprises. Voilà, je pense que principalement ce sont ces deux préoccupations, les trois. La mutualisation aussi des financements. Aujourd'hui, il faut qu'on essaye de trouver une plateforme qui va vraiment être mutualisée les financements. Vous allez avoir l'Afrique, la BAD qui finance les mêmes choses dans un pays, l'Union européenne qui finance les mêmes projets, la Banque mondiale qui finance les mêmes projets. Et en même temps, ce sont des projets qui sont financés avec des acteurs différents. Je prends un exemple, vous arrivez en Afrique, je vais financer l'éducation. Bon, on va voir le ministère de l'Éducation. Le lendemain, vous allez voir financer l'éducation. Vous allez voir peut-être un autre ministère d'éthique. Vous allez financer l'innovation et la jeunesse. Et ce sont les mêmes projets et ça pose un problème de gouvernance du financement. Dans le problème de gouvernance de financement, le problème de mutualisation des fonds qui sont engagés dans le financement des entreprises qui vont qu'au public et très peu au privé, et puis des mécanismes nouveaux de financement qui sont liés au développement des plateformes numériques, voir comment on peut jouer sur d'autres taxes que les taxes aux consommateurs, les taxes sur les OTT, une mode qu'on commence à voir naître. Voilà, je n'ai pas fait 6 minutes, c'est trop pour moi, je suis à moins de 5 minutes.
Bravo, on félicite donc notre ami. Donc 2 sujets, on a compris. Les taxes, ça ressemble aux taxes des GAFA. Je crois que c'est un sujet d'actualité en Europe depuis plusieurs années. Et la mutualisation, effectivement, on est tous d'accord, on s'est aperçu que beaucoup de projets ont les mêmes financeurs, mais pas avec les mêmes intervenants, et que le même projet peut être financé 3 fois, surtout en consulting, pas forcément en réalisation. Mohamed Zeglami, bonjour, merci mon cher Mohamedou. C'est super comme d'habitude. Moi, j'ai la particularité de ne pas être sur un secteur bien particulier, mais d'avoir essayé d'avoir une vision un peu horizontale des choses. Ma spécialité au départ, ce sont les jeux vidéo et tout le secteur de ce qu'on appelle les industries créatives. C'est un secteur qui, aujourd'hui, au niveau mondial, est la première industrie du monde. Et donc, j'essaie de mettre en valeur cette industrie culturelle au niveau africain. Et pour mettre cette industrie à laquelle personne ne croit, il va falloir chercher des financements. Et c'est en cherchant des financements que j'ai appris où est l'argent. Et donc, c'est cette approche que Mohamedou a souhaité mettre en valeur lors de cette table ronde, c'est quelles sont les nouvelles formes de financement. Et c'est là-dessus que je vais vous parler, puisque je suis en train de mettre en place un grand incubateur en Tunisie, qui est un incubateur panafricain. On est en train de créer à côté un nouveau fonds d'investissement pour les startups en amorçage, avec une nouvelle démarche, une vision panafricaine. Pas tunisienne, pas régionale, mais panafricaine. Et ça se fait dans le cadre d'un partenariat avec Smart Africa, l'alliance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quels sont les nouveaux types de financement qu'on peut voir, hein, que j'ai pu découvrir dans ma quête? Il y en a un que je ne connaissais pas, que j'ai découvert l'année dernière lors du Forum des investissements. Il y en a eu un la semaine dernière à Johannesburg. Donc, ce sont les fonds de pension. Les fonds de pension, comme les fonds de pension américains, on n'y pense pas, nous, en France ou le côté francophone, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais quand vous avez des fonds de pension, notamment en Afrique du Sud, qui sont très puissants, je crois que c'était autour de 300 milliards de dollars qui représente en 2013. Aujourd'hui, c'est 600 milliards. Et on pense qu'en 2030, les fonds de pension sud-africains, de type anglo-saxon, représenteront 7 000 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ça va avec l'évolution de l'urbanisation et du développement de la population africaine. Donc, automatiquement, les classes moyennes sont en train de progresser. Elles peuvent cotiser. Même si elles cotisent très, très peu, elles cotisent. Donc, 7 000 milliards, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, ça, c'est une nouvelle forme de financement qui peut être intéressante qu'on ne voit pas. La deuxième, je dirais, ce sont les fondations. Les fondations, aujourd'hui, il y a pas mal d'amis ivoiriens ici. Donc, je sais qu'il y a la fondation, par exemple, Ford, a financé dernièrement un gros projet éducatif. Pardon ? Il y a un gros projet de financement dans l'éducation par la fondation Ford. Le gouvernement du Rwanda, Kigali, il y a 3 semaines, a annoncé un gros projet avec la fondation Rockefeller et la fondation Microsoft pour le financement d'un projet de formation dans le domaine du coding de plus de 20 millions de dollars. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'on ne voit pas, qui peut être intéressant. Un autre aspect, c'est celui qui est développé par mes partenaires suisses, parce que je travaille aujourd'hui beaucoup sur le financement en Afrique avec des Suisses. Il y a une nouvelle mentalité, une nouvelle approche suisse qui est très intéressante, qui s'appelle les objectifs à impact social. Qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est qu'on essaie de demander au privé, c'est tout le débat qu'il y a eu tout à l'heure, d'avoir un peu plus d'impact au niveau des projets dans le développement en Afrique. Pour pouvoir avoir une attractivité, on leur dit, écoutez, vous y allez, il y a de très beaux projets, vous les financez, et si vous atteignez vos objectifs, on vous rembourse à travers la SECO. La SECO, un peu, c'est l'équivalent du ministère de la Coopération, du ministère des Finances suisse. On vous rembourse donc les avances donc, sur le projet. Si vous dépassez vos objectifs, on vous donne une prime supplémentaire pour les attirer. Donc ça, c'est une nouvelle forme qui est en train de se mettre en place. Et le financement que nous avons donc sur le projet de l'incubateur, c'est dans ce cadre-là, donc au niveau africain. Ça, c'est un type de nouveau type de financement. Hein. On est en train de le tester, ce sont des projets pilotes. L'autre type de financement que je vois, ce sont la finance islamique. La finance islamique est très intéressante, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la finance islamique représente plus de 4 000 milliards de dollars à travers le monde, et l'Afrique de l'Ouest représente dans ce panel-là 1,5%. Donc, ce qui laisse de la marge, mais bon, après, c'est assez spécifique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a ça. Il y a aussi ce qu'on appelle
Aujourd'hui, comme le FADES, toujours dans le domaine de la finance islamique dans le monde arabe, le Fonds arabe pour le développement africain, dont le siège est à Khartoum, donc au Soudan, qui, la semaine dernière, a annoncé des prises de position dans pas mal de projets, et aujourd'hui, ils acceptent de financer le digital. Donc, ce qui est très important, c'est qu'ils ne le faisaient pas. Vous avez également le FADES, qui est le Fonds arabe de développement, qui aujourd'hui aussi a une politique de prise de participation. Autour de cela, vous avez de grands investisseurs qui sont les Émiratis, ont annoncé la création d'un très gros fonds d'investissement en Afrique du Sud de plus de 10 milliards de dollars, j'aimerais savoir. Et il y a une nouvelle forme de financement qui peut être aussi intéressante, c'est dommage qu'on n'aura pas trop le temps de l'aborder, pour financer les infrastructures. On sait qu'aujourd'hui, pour atteindre les objectifs du développement durable, les ODD, qui ont été fixés par les Nations Unies et par la Banque africaine de développement, il manque 2500 milliards de dollars. Et il y a une nouvelle forme de financement qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle les ICO. Donc les ICO, c'est de la crypto-monnaie. Donc, dans les ICO, aujourd'hui, on a pas mal de projets qui sont dans le pipe de financement de l'infrastructure à travers cette crypto-monnaie. Voilà un peu les nouvelles formes de financement que j'ai pu voir et on en discutera par la suite. Merci pour ce panorama très complet. Je note la première partie, c'est quand même un autofinancement d'Africains pour l'Afrique à travers les fonds de pension. On aurait pu ajouter la bourse, mais c'est peut-être plus compliqué, la bourse. Les fondations, dont la fondation Gates, enfin, tu n'as pas cité Gates, mais malheureusement, elles sont plus souvent sur l'Afrique anglophone, ces fondations, parce qu'elles sont d'origine américaine, hein, vous le savez tous. Les Suisses, très intéressant, j'avoue que je ne connaissais pas. Et la partie finance islamique et arabe, on sait que les Émiratis, et je pense que l'Arabie Saoudite va devoir se refaire une virginité bientôt, donc l'argent va couler à flot. Est-ce que l'argent va couler jusqu'à la poste de Côte d'Ivoire? Je me pose la question. Bonsoir tout le monde. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de nous avoir associés à ce rendez-vous. Je répondais à Diallo lors de la session des assises du digital à Abidjan, parce qu'on parle de digitalisation, mais qu'est-ce que la Poste vient chercher dans une réunion où on parle de digitalisation, d'innovation? Donc c'est quand même surprenant, donc il faut que je réponde déjà à ça, parce que on nous les postiers en tout cas, toujours connus comme la société vieillotte, moribonde, qui n'innove pas. Donc des experts du digital sont assis, il faut bien que je justifie pourquoi la Poste est présente. On est présent simplement parce que après avoir lu et relu l'ensemble des beaux documents rédigés qui parlent d'atteindre des objectifs du développement durable, on s'est aperçu, et vous pouvez regarder de très près, que pour répondre aux objectifs du développement durable, il y a un petit casting à faire et il faut choisir les bons acteurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique, je reste convaincu et j'essaie de porter la voix de mes pairs postiers, parce que on ne réussira pas, en tout cas sur nos territoires, c'est l'atteinte de ces objectifs si on ne prend pas en compte une vieille institution qui s'appelle la Poste. Pourquoi? Parce que premièrement, un des objectifs les plus importants, en tout cas sur notre territoire, c'est la lutte contre la fracture financière, numérique, sociale. Donc il semble que pour régler les questions d'inclusion financière, il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Dans cette salle, on est tous bien d'accord que le réseau le plus étendu sur nos territoires africains, c'est le réseau postal. Réseau physique, je parle. Donc si on veut réussir les grosses problématiques d'inclusion financière sur nos pays, il y a besoin que nos gouvernants changent le disque ou du moins le logiciel. Je parle de changer le logiciel parce que on a très vite, lorsqu'on se réunit autour des tables rondes, des forums, des débats sur le digital et l'inclusion financière, on n'appelle pas les entreprises qui sont sinistrées ou qui ont des difficultés financières. On appelle, semble-t-il, un nouvel écosystème digital, start-up qui développe des applications. Mais à la fin de la journée, il faut bien trouver un réseau pour que le service soit disponible pour le plus grand nombre de la population. Si on peut régler les questions d'inclusion financière via le réseau postal, ce même réseau peut participer à réduire la fracture numérique, parce que son réseau peut être utilisé pour apporter la chose digitale au plus grand nombre de la population. S'il est vrai qu'il faut régler les questions d'inclusion sociale en portant l'information à la population,
ce réseau peut participer à apporter l'information au plus grand nombre de la population dans les zones reculées. Donc, si je continue de citer, on ne terminera pas parce que si on met le citoyen au centre, on a cette institution qui est la réponse. Mais aujourd'hui, je parle de changer le logiciel parce que tout à l'heure, j'écoutais que les financements qui sont déployés sur notre continent, c'est la Banque africaine de développement ou c'est des gros bailleurs internationaux, mais qui viennent accompagner des initiatives publiques. Mais la chose digitale, la distribution digitale ne pourra pas bouger si on a fait le mauvais casting. Et en Afrique, on fait le mauvais casting. Parce que le bon casting, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier une institution qui a un réseau plus proche des populations parce que c'est eux à la fin de la journée qu'on veut servir. Donc si on fait le bon casting, on peut orienter la façon d'apporter le financement via cette institution publique qui peut servir l'ensemble de plusieurs sujets dont on a parlé depuis ce matin. Apporter des services digitaux aux populations, apporter des services administratifs. Donc en Côte d'Ivoire, on réussit à commander une pièce administrative depuis le confort de son lit, de son fauteuil ou de son bureau via le site web de la Poste. Je commande mon extrait de naissance, je le paye en ligne et la Poste me l'envoie à domicile ou à un bureau de poste que j'aurai identifié. Voici la vraie transformation, voici une action concrète qui permet de changer la vie du citoyen ivoirien. Nous travaillons aujourd'hui avec des partenaires européens, donc Bbound ici, pour que des questions qu'on a abordées tout à l'heure. L'agriculteur ivoirien a besoin d'engrais, mais il n'est pas intéressé à acheter 5 sacs d'engrais aujourd'hui. Mais il peut être intéressé à aller sur une application développée par la Poste, commander une poche d'engrais ou une poche de semences ou des produits phytosanitaires. Et celui qui par excellence est le spécialiste de l'acheminement à l'époque des courriers, est devenu le spécialiste d'acheminement des colis et paquets. Donc la Poste peut lui envoyer ça dans sa localité la plus proche pour qu'il puisse régler ces questions. Donc quel type de financement? Orienter ces stratégies de financement pour la chose publique en faisant le bon casting de l'opérateur qui peut être le plus proche des populations, agriculteurs, jeunes, femmes et ainsi de suite. Donc après, on a des expressions ou des modes de financement très à la mode, partenariat PPP. C'est très bien, j'entends PPP partout, ça ne fonctionne pas parce que, encore une fois, on ne fait pas le bon casting. Si on a choisi une institution qui est capable d'apporter le service aux citoyens et qui peut générer des revenus, aussi bien à l'opérateur qui va implémenter, mais avoir un retour sur investissement, c'est celui qui mettra les billes, on est prêt à faire le bon investissement en utilisant celui qui a le réseau. Donc moi, je suis OK. Il y a des financements, partenariats public-privé. Aujourd'hui, nous avons déployé en Côte d'Ivoire une plateforme de courrier hybride. Ce n'est pas avec des PPP. Il y a un opérateur qui s'occupe d'accélérer le numérique en Côte d'Ivoire, qui est l'agence du service universel télécommunications, qui a mis les fonds. Un opérateur a déployé la plateforme et l'opérateur La Poste est celui qui fait l'action. On imprime 1 million d'avis d'imposition et on le distribue aux contribuables ivoiriens en 1 mois. À l'époque, avant cette année, la Direction générale des impôts prenait 6 mois pour imprimer les avis d'imposition, 4 mois pour les distribuer et 4 autres mois pour faire le recouvrement. En 4 jours, la Poste de Côte d'Ivoire imprime les avis d'imposition, fait la mise sous pli, met dans les bacs et distribue et ramène en 1 mois tous les avis, donc les retours, les avis les accusés des réceptions. Voici une action qui est financée par un nouveau mot. Après, vous avez des fondations. Encore une fois, quand on a fait le bon casting, en Côte d'Ivoire, il y a des grosses opérations qui parlent d'inclusion financière, mais la fondation Bill and Melinda Gates a fait le bon casting de choisir l'opérateur, la Poste de Côte d'Ivoire, pour apporter les services financiers au plus grand nombre de la population. Après, vous avez l'État de Côte d'Ivoire, ou du moins les gouvernants, qui peuvent financer, mais peut-être pas mettre la main à la poche, mais garantir que ce projet accompagne le citoyen de sorte à ce que le bailleur puisse mettre des billes. Voici pour moi des modèles sur lesquels il faut travailler parce que si on ne sait pas faire le bon casting et on ne sait pas apporter le service aux citoyens, on aura raté. Parce que pour terminer, pour moi,
Un pays est dit émergent, parce que c'est une expression aussi à la mode en Afrique. Un pays est dit émergent pour moi quand chaque citoyen, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, a accès aux services. Donc avant de parler de ponts, de grosses infrastructures, apportons le service aux citoyens et donc on sera émergent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, travaillant à Bercy, je trouve votre exemple excellent. Et étant d'origine administrateur des postes et télécommunications, je n'ignore pas que la Poste peut être le meilleur médiateur dans le domaine du numérique. Et c'est souvent les postiers l'oublient, mais pas vous. Les nouveaux postiers. Mais tout à l'heure, on a parlé de taxation, des flux, de e-commerce. Il y a quelqu'un qui est bien placé là pour taxer parmi nous, c'est Ibrahima. Merci Jean-Bernard, je te remercie de cette introduction qui va induire en erreur pas mal de personnes. Je vois beaucoup d'intérêt sur ma personne. Je tiens à remercier Mohamedou de m'avoir convié une fois de plus. En fait, les taxes, la seule chose que je sais faire, c'est les payer pour l'instant. Hein, je ne les encaisse pas. Alors, dans mon parcours, en effet, j'ai eu à travailler à l'initiation du guichet unique du commerce extérieur du Sénégal. C'est le guichet unique qui permet d'organiser en un point unique électronique toutes les formalités de commerce extérieur. Ça a commencé au Sénégal quand même en 1995, alors que l'Internet est venu en 1996. Et donc, nous étions assez innovants dans cette démarche. Et c'est pour ça que je suis à l'aise aujourd'hui pour parler de financement et d'innovation. C'est quoi un pays qui en 1995 se dit « je veux que toutes mes formalités se fassent de façon électronique », parce qu'on parlait des autoroutes de l'information, alors que l'Internet a démarré 1 an plus tard. C'est un pays qui a d'abord cherché son modèle, parce qu'on est habitué à se dire il faut que ça existe ailleurs, il faut d'abord voir ce qui existe pour pouvoir le faire. À cette époque, Singapour était le seul pays au monde à avoir mis en place une telle infrastructure, basée sur l'EDI bien sûr, puisque l'Internet n'était pas là. Et nous sommes allés à Singapour. Je pense que nous étions peut-être les premiers Sénégalais à visiter Singapour. Et nous nous sommes rendus compte que nos réalités n'étaient pas les mêmes. Et nous sommes revenus avec l'idée de dire que nous allons construire donc un modèle de guichet unique par rapport à notre réalité. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons mis en place le premier guichet unique électronique en Afrique. Et le 5e au monde, hein, je le rappelle quand même, parce qu'on n'est pas habitué à être 5e au monde dans la liste du haut, mais on est habitué à être 5e au monde dans la liste du bas. Donc il faut le dire fort quand même. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est reproduit dans pas mal d'autres pays avec des appropriations nationales. La question de financement, lorsqu'elle s'est posée, traditionnellement, nous avons contacté tout ce qui est Banque mondiale, etc. Ces gens qui sont habitués à financer, et ça ne les intéressait pas parce qu'ils n'en savaient rien. Or, ils ne financent pas ce qu'ils ne connaissent pas, parce que d'habitude, ils vous disent votre maladie, ils vous écrivent l'ordonnance, et puis ils vous mettent en rapport avec leur laboratoire et leur pharmacien, et puis après, si vous continuez à être malade, c'est de votre faute, parce qu'eux, ils ont fait l'essentiel. Et je disais ça d'ailleurs à la Banque mondiale, parce que j'étais à une réunion où le sujet commençait à émerger. Ils m'ont dit, comment vous avez fait, qui vous a financé? Je leur ai dit, personne. Ils m'ont dit, ah, c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on est parti de nos réalités internes, nos moyens internes. C'était une équipe qui percevait parfois même pas de salaire, qui a travaillé pour mettre en place cela. Donc le financement, quelque part, quand il n'y a pas l'énergie, quand il n'y a pas la volonté, quand il n'y a pas la compétence, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, les questions qu'on doit se poser, c'est quelle doit être l'efficacité du financement? Est-ce qu'il y a un indicateur pour le mesurer? De mon point de vue, puisqu'il n'y a pas d'indicateur, je peux avoir l'audace de faire des affirmations gratuites. Je pense que l'Afrique a la dépense numérique la plus élevée du monde. Ça veut dire que quand on dépense $100 pour du numérique, on a le plus faible retour sur investissement. Je le dis, hein, si quelqu'un a des chiffres, qu'il me contredit. Si personne n'a de chiffres, je confirme ce que je dis. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui? Que nous devons commencer à travailler sur l'efficacité de la dépense numérique et arrêter les réplications. Réplication à l'intérieur des pays, d'abord, où chaque administration est une forteresse, et une forteresse inébranlable, et où on a le gardien du temple qui conserve ses articles et ses textes et ses décrets qui datent de l'avant-indépendance, et qui considère que c'est ça qui doit régir l'avenir. Ça, c'est notre premier tort. Si nous ne faisons pas un toilettage des textes, nous n'avons pas besoin de financement parce qu'on va financer le sous-développement. Et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, 50 ans. On finance la pauvreté et on continue à financer la pauvreté et nos enfants vont payer la dette de la pauvreté et vont vivre certainement la pauvreté.
comment arrêter cela? Mais c'est en changeant simplement, en osant imaginer des réalités nouvelles et en se donnant les moyens de les rendre effectives. Je prends un exemple très simple. Vous savez, quand dans une autoroute ou dans une petite route, il y a un accrochage entre deux véhicules, ce qui se passe dans mon pays, le Sénégal, c'est qu'on arrête la circulation, les ambulances ne passent pas, les véhicules prioritaires ne passent pas, et on attend ce qu'on appelle le constat. Constat, c'est un mot ancien, hein, je pense que ça existe depuis. Voilà. Et on attend le constat, et comme le constat ne peut être fait que par un officier de police ou un huissier, et que ces gens-là, bien sûr, sont occupés, ils ont une famille à nourrir, ils ont des loisirs à entretenir, on attend jusqu'à ce que ces personnes arrivent et que, fort de leur charge, parce qu'elles ont une charge, c'est elles seules qui sont habilitées à faire le constat, elles griffonnent quelque chose pour dire voici l'emplacement. Elles dessinent l'emplacement. Pendant ce temps, il y a peut-être des caméras, il y a peut-être des drones, mais non, on ne leur demande pas de le faire parce que c'est trop moderne. On préfère rester avec l'opérateur du constat. Et ça, c'est des choses qu'on enchaîne dans tous les secteurs et c'est ça qui stérilise en fait nos ambitions d'émergence dont parlait mon frère ivoirien tout de suite. Et la question clé, ce n'est pas le financement. Parce que le financement, quand on met en place les idées, il suit, même l'écosystème peut générer le financement. La question clé, c'est est-ce que nous voulons être dans des sociétés... Je ne veux même plus parler de transformation. Pour moi, l'Afrique, son défi, ce n'est pas la transformation, c'est l'Europe qui doit se transformer. Nous, on doit se construire. Notre numérique, il est à construire parce qu'on a la chance de partir de presque rien. La France, elle doit se transformer. Mais nous, on emprunte le vocabulaire. On entend partout transformation numérique. On dit, ah, tiens, nous, on va se transformer. Mais qu'est-ce qu'on va transformer? Pour transformer, il faut d'abord avoir construit. Or, nos bases sont très faibles. Donc, je relance un plaidoyer pour dire à cette audience, cette assemblée, que notre défi en Afrique, c'est d'abord d'oser imaginer des réalités où on est en avance sur tous les pays. Le guichet unique en est un exemple. Quand je dis le Sénégal est le 5e pays au monde, la France n'a pas encore son guichet unique. Le Sénégal l'a depuis 16 ans. Mais c'est ça. Si à chaque fois on se dit, est-ce que ça existe aux États-Unis? Est-ce que ça existe en France ou en Allemagne? Si ça n'existe pas, on se dit, c'est pas pour nous. Non. On peut faire des choses qui n'existent nulle part et qui correspondent à nos besoins et à nos attentes. Et je pense que ça, c'est la clé aujourd'hui. Lorsqu'on parle de recherche de financement, il faut se dire qu'on ne doit pas financer le sous-développement, on ne doit pas financer la tradition, on doit financer l'innovation. Donc voilà un peu la provocation que je fais à chaque réunion, hein, ce n'est pas la première fois, pour réveiller les gens dans cet après-midi. Merci. Merci pour ce témoignage, mais juste une remarque. Si on parle innovation mobile banking, par exemple, e-money, c'est l'Afrique, c'est pas la France, c'est pas l'Asie, c'est pas les États-Unis. Donc de votre État surgit des nouvelles innovations qui peuvent après, parce que Orange a lancé en France la banque Orange, elle vient de chez vous en fait. Mais à propos de banque, justement, un banquier. Donc je vous laisse la parole. Bon, tout d'abord, je veux remercier chaleureusement Mamadou Diallo pour l'organisation de l'événement et ses équipes et l'invitation qu'il me fait de rejoindre ce panel où je vois déjà des dynamiques très intéressantes et surtout des évolutions par rapport aux années précédentes. Je vois qu'il y a des nouvelles problématiques qui émergent et des nouvelles discussions. Donc c'est toujours un plaisir d'être ici à ces événements. Donc, je représente la Banque européenne d'investissement, la banque des États membres de l'Union. Aujourd'hui, on parle de coopération internationale et de nouveaux moyens de financement. Coopération internationale, la banque, ainsi que l'Union européenne, et je crois 48 ou 49 États africains ont signé les accords de Cotonou pour le financement. Donc je pense que sur la coopération, c'est fait. On a des jalons et c'est une bonne chose. Après, ça nous donne un cadre pour travailler. Ça nous donne un cadre pour travailler, mais pour aussi évoluer. Et là, ce que je veux dire, c'est aller vers les nouveaux moyens de financement. Parce que lorsque je pense à la Banque européenne d'investissement, en tout cas, je vois qu'il y a vraiment eu des évolutions sur les produits que nous déployons et notamment pour l'Afrique. Ça, je tiens à le dire parce que j'entends certaines remarques qui sont très intéressantes. Et moi-même, venant du secteur privé avant de rejoindre la banque, ayant lancé une start-up avant,
je me suis dit, un peu comme vous, voilà, nos produits sont pas adaptés. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je pense que les produits actuellement de financement sont bien plus adaptés et je peux illustrer mes propos. Il y a des grandes tendances aujourd'hui sur l'Afrique, notamment au niveau des infrastructures. Alors, il est vrai que les grands acteurs n'ont pas besoin de financement externe, hein, les MTN et autres. Néanmoins, nous allons annoncer demain, et c'est déjà validé par notre conseil d'administration, le financement d'un réseau backbone qui fait Kenya, Ouganda et qui se dirige vers la Zambie avec un très petit acteur qui s'appelle BCS, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un liquide, ça fait 5% de liquide aujourd'hui. J'aimerais, dans les financiers qu'on a mentionnés un peu plus tôt, hein, que ce soit fonds islamiques ou autres, trouver un acteur qui prenne le risque sur ce genre de contrepartie, avec ce type d'investissement dans des zones qui sont quand même assez difficiles, où le marché n'est pas forcément démontré. On a financé, encore une fois, sur les infrastructures, une toute petite compagnie, hein, Africa Mobile Network, pour des points d'accès en zone rurale, en DRC et au Cameroun, un prestataire Orange, une société qui faisait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des financements extrêmement larges. Encore une fois, une prise de risque énorme par rapport à notre profil de banque publique de développement. Un investissement en equity dans une plateforme de mobile finance en Éthiopie. Vous connaissez l'Éthiopie mieux que moi, vous connaissez l'environnement réglementaire assez compliqué. Je pense que c'est un risque qui est très difficile à prendre, et d'ailleurs, personne d'autre ne voulait prendre. Voilà. Donc, je veux souligner que, en tout cas, la Banque européenne d'investissement s'adapte à son marché et prend ses responsabilités en prenant vraiment des risques. Après, on fait d'autres projets avec le secteur public. Vous avez sûrement entendu parler du projet EID au Nigeria. Bon, nous sommes les seuls aujourd'hui, le seul AFI à être dans la capacité à déployer, je pense que ce sera pour nous un ticket à 200-300 millions d'euros. Même la Banque mondiale n'est pas capable de mettre ce genre de ticket, mais eux font énormément de travail localement pour accompagner les promoteurs. Mais vous le savez, nous, la Banque européenne, on ne fait pas tout ce travail amont. On fait confiance aux promoteurs locaux. Si on leur fait confiance, on les finance, mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire. D'autres le font, d'autres accompagnent, ce que je trouve respectable. Après, parfois, ça marche ou ça marche pas. Personnellement, je préfère voir quelqu'un qui prenne ses initiatives, qui prenne ses responsabilités, mais lorsqu'il y a besoin de financement, on est là pour les accompagner. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Il y avait des discussions aussi sur la transformation digitale dans le secteur de l'agriculture juste avant, et c'est applicable dans d'autres. Ce que l'on met en place aussi, c'est de financer ce type d'investissement sur le long terme. Et je pense que c'est extrêmement pertinent pour quelqu'un comme vous à la Poste de faire ce genre de transformation. Ça requiert des investissements quand même assez forts, et de l'énergie et des investissements. L'énergie, malheureusement, avec toute mon amitié, je peux essayer de vous en transmettre, mais des financements, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, on essaie d'accompagner avec des maturités assez longues sur ce type de projet, que ce soit sur le secteur privé ou public. Les secteurs privés également. Je vous mets même en Europe au défi de trouver des banques commerciales qui vont financer des ERP sur des périodes de 8-10 ans. En général, ce sont des investissements qui sont pris en compte un peu comme sur base de working capital. Donc voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'entends beaucoup d'évolutions dans le marché. Je suis fort présent dans la région Afrique. J'arrive ce matin du Kenya. Et je pense qu'il est important pour nous, large DFIs, de s'adapter aux évolutions du marché.
Et j'espère que les quelques exemples que je vous ai donnés illustrent le fait que c'est ce que l'on fait. Merci beaucoup. Alors c'est difficile d'être le dernier de la série, mais il en faut bien un. Absolument, je vais l'assumer autant que faire se peut et en laissant ensuite après peut-être quelques questions au vrai l'assistance. Voilà. Merci aux organisateurs, merci beaucoup pour ce panel et cette organisation et cette participation pour nous, think tank, puisque avec Kelly Robin qui est ici présente, nous représentons l'IPMED qui est un think tank, donc qui ne dispose pas des moyens financiers que les partenaires du panel peuvent avoir, même si pour certains d'entre nous, nous venons du monde bancaire, mais qui dispose de quelques idées et qui essaye de faire un petit peu bouger les choses sur l'axe Europe-Méditerranée-Afrique. Et merci David pour cette présence. Alors, le timing, il est particulièrement bon. Il est serré pour le panel. Il est bon pour le sujet en général, puisque aujourd'hui, ce qu'on évoque et ce que vous évoquez pendant ces assises est tout à fait à l'ordre du jour de tous les agendas. Il est aussi bon de le dire pour nous IPMED, modestement, parce que nous venons de terminer une étude qui vous sera disponible. Toutes les études d'IPMED sont publiques. Et cette étude, elle porte sur le financement des petites et moyennes entreprises et la sécurisation des investissements. Alors j'ai entendu beaucoup de choses très, très, très brillantes tout à l'heure, et puis bien entendu de la part de mon voisin les propos des multilatéraux. Je redis au passage simplement que ce que j'ai entendu sur la poste ivoirienne, M. le directeur général, est pour moi un rêve. Quand j'ai eu l'occasion de travailler dans une banque qui était proche de la poste et qui était même son actionnaire, et je dois dire que je n'ai jamais vu une palette de services, sauf dans un pays dont je vous parlerai tout à l'heure en tête-à-tête. Donc cette étude, elle porte en fait sur... Elle est partie aussi d'une lecture de rapports de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, qui disait une chose: il n'y a pas de continent où il y a plus de création de sociétés et de nouveaux employeurs, développeurs, employeurs qu'en Afrique. Évidemment, ça veut dire création d'emplois, etc. Mais ils y rencontrent également beaucoup d'obstacles pour se développer, d'une part, et d'autre part, pour même être, en quelque sorte, monter en gamme et avoir une production plus élaborée. Alors, ça nous a amené un petit peu à réfléchir le pourquoi de c'est pas un paradoxe, mais c'est un constat. Voilà. L'étude que vous aurez dans quelques jours, elle fait, par rapport à ce constat et aussi après une analyse rapide de tout ce qui existe dans le domaine financier, depuis la banque jusqu'à ce qu'on a appelé tout à l'heure blockchain, fintech et en passant par évidemment les finances islamiques et autres modalités, marché boursier, etc. Elle propose 8 propositions. Alors je vais pas... Vous ne me laisserez sûrement pas le temps de développer les 8, mais je voudrais juste en donner le titre de 3. La première, c'est que il faut revenir un peu au principe de base, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et les financements bancaires, les banques, ça reste aujourd'hui, et tant mieux qu'il y ait des développements parallèles d'outils beaucoup plus innovants et beaucoup plus modernes, mais ça reste les banques, qui d'ailleurs sont digitalisées aussi, ça reste quand même le cœur du financement. Or, il y a un paradoxe dans les banques. Quand vous parlez avec des banques d'Afrique, pays méditerranéens du Sud, ils vous disent le ressort de l'activité, de la croissance de l'activité, ce sont les PME. Et après, on leur dit, oui, mais ça représente quoi dans le bien ? Pas énormément, parce que en fait, il y a un problème de sinistralité, pour parler simple. Donc, un exemple nous est venu du Liban, où il se trouve qu'avec des contacts personnels et financiers, et qui aujourd'hui IPMED compte plusieurs sociétés et entreprises libanaises qui nous financent. Et la Banque centrale du Liban, à hauteur de 75%, associée avec les banques commerciales libanaises, a créé une société qui propose un outil de garantie des prêts bancaires. La société ne fait pas l'analyse des dossiers. Ce sont les banques commerciales, qui d'ailleurs gardent un quart du risque. Elles le présentent et eux, après, acceptent ou n'acceptent pas de donner leur garantie.
Ce schéma fonctionne remarquablement bien. Il faut savoir que les PME, c'est à peu près 90 ou 95% de l'économie libanaise, même si on connaît que quelques grands noms par ailleurs. Eh bien, cette société qui s'appelle Kafalat intervient à hauteur de 60% dans cette économie. Et il ne s'agit pas de dupliquer les modèles un peu partout, adaptons-nous aux contraintes, etc., et aux modalités de chacun des pays, mais je crois que ça peut quand même être pour nous un sujet de réflexion. La deuxième chose à laquelle nous avons pensé comme proposition, c'est des fonds d'investissement qui favorisent en quelque sorte la coopération et la coproduction. Coproduction étant, comme vous le savez, le co-développement avec un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, et surtout un transfert de valeur ajoutée et une intégration des pays dans la chaîne de valeur. Et ça, ce fonds d'investissement, là encore, pour être clair et pour être, sinon clair, du moins précis, il existe un exemple qui s'appelle le fonds France-Afrique. Je ne suis pas absolument fanatique du nom, mais enfin, il s'appelle comme ça. Et il a été monté par Afrique Invest, société très intéressante qui investit aujourd'hui pratiquement 2 milliards dans les pays d'Afrique, que ce soit le nord de l'Afrique. Vous connaissez son directeur général, fondateur Aziz Mebarak. Et l'autre partenaire, c'est la BPI France, donc Banque publique française, qui a une spécialité clairement énoncée depuis sa création par la Caisse des dépôts et l'État, c'est-à-dire financer les PME. Et je pense que ce type de fonds, parce qu'en plus ils ont un intérêt, c'est qu'ils s'attachent, ils suivent les sociétés qu'ils financent. Ils les suivent, ça ne veut pas dire qu'ils sont leurs mentors, mais ils les suivent. Voilà. Et la troisième proposition, et je la reprends là d'un exemple que j'ai connu pour y avoir été, mais c'est l'émergence d'investisseurs de long terme. On voit bien à un certain moment, la crise financière mondiale de 2008 nous l'a montré, il faut des sociétés financières, des institutions financières contracycliques, qui peuvent assumer dans la durée un certain nombre de chocs. Et en ce sens, par exemple, il existe pour les caisses des dépôts. Une en France, il y en a une au Maroc, la CDG, qui est l'équivalent. Il y en a maintenant dans d'autres pays, en Tunisie, là c'est tunisienne que nous verrons la semaine prochaine. Et il en existe aussi, je crois, bientôt en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire. Le Sénégal, là déjà, même je crois d'autres pays sont en liste pour l'avoir. Et ça, ces investisseurs de long terme, ils jouent un rôle très important. Ils sont grosso modo prioritairement axés sur 2 axes, le financement des infrastructures d'une part, mais en partenariat public-privé, et d'autre part, le financement des PME. Et là, je pense que, voilà 3 propositions. Okay. Après, il y en a d'autres, sur les fintechs, sur les laboratoires, notamment remarquables en Côte d'Ivoire, qui est en train de se monter, je crois, un laboratoire fintech, si je suis bien informé, et puis bien sûr, blockchain, etc. Mais ces 3 propositions, non pas simples, mais en tout cas classiques, devraient permettre aussi de faire en sorte que ces PME soient financées. Merci beaucoup. Alors à ce stade, David Mohamedou, vous nous laissez combien pour terminer le panel? Oui, on va passer les questions à la salle, mais vous nous laissez combien à peu près? Une demi-heure ou 10 minutes? Donc, on passe aux questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions aux intervenants qui sont très divers, comme vous avez pu le constater? Alors, une, deux. On va commencer par 2, 3, avec une au fond là-bas. Donc, une dame, un monsieur et une femme. Bonsoir, Geoffroy Stern, Sofrecom. J'aurais une question sur une thématique que vous n'avez pas trop abordée. C'est celle du financement de l'innovation numérique, notamment au niveau des startups, et principalement surtout à travers les bailleurs de fonds et les actions qu'ils mènent justement pour favoriser l'émergence de startups pour les 5 à 10 prochaines années en Afrique. Et je serais intéressé d'avoir notamment le point de vue de la BEI, mais également du dernier intervenant, sur la meilleure façon finalement pour ces acteurs de participer à l'émergence de nouveaux acteurs du numérique en Afrique. Merci. Merci. On prend peut-être les 3 questions d'un coup, comme ça permettra de se répartir les réponses. Il y a une dame là. Il y a un monsieur. Bonsoir, Marie-Éloge Golo-Kingang, start-upper. Moi, j'aurais une question parce que déjà en premier, une remarque, c'est qu'il n'y a pas de femmes, alors que l'économie africaine est très féminine. Et c'était pour répondre sur ça, sur la spécificité de l'économie africaine qui est l'économie informelle.
Moi, j'aurais voulu avoir un jeu de piste pour savoir un peu quelles sont les actions qui peuvent être menées, puisque l'économie africaine correspond au moins à 80% ou même plus, et c'est toujours pas mesuré. Et je pense que ce serait un levier assez intéressant à avoir pour l'inclusion financière et même plus. Peut-être la troisième question au fond. Il y a un monsieur au fond, et puis donc sur les startups, vous répondez. Toi aussi, donc ok. Sur l'informel. Bonjour, je m'appelle Cissé Khan, je suis le président de la Société civile africaine sur la société de l'information. C'est une sorte de contribution pour rebondir sur l'innovation, pour dire que la question du financement, la réponse elle est en Afrique même. Si vous prenez les sociétés de téléphonie, les plus gros profits, elles les font en Afrique. Et vous voyez même que l'Afrique enseigne le monde sur comment faire du mobile money avec les compagnies de téléphone. Moi, avec notre organisation, nous avons organisé un concours d'applications mobiles e-commerce. Nous avons reçu sur le continent africain, de la part de 15 pays, 50 dossiers avec de très très bonnes idées. Et la question du financement, elle est dans le continent. C'est là-bas où il y a les ressources. Donc, qu'est-ce que vous dites pour quelqu'un qui a des dossiers de jeunes qui ont des idées pertinentes venant de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Tunisie, qui veulent implémenter leurs projets? C'est une question concrète que je pose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, en fait, la thématique start-up est très forte. On va commencer par toi, puis... Sur le financement des startups, c'est mon métier. Donc, sur le financement, effectivement, c'est un problème très important en Afrique, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, on reçoit énormément de projets de financement, sauf que la plupart de ces projets, c'est pas qu'ils sont finançables, qu'ils ne sont pas finançables, c'est qu'ils ne sont pas structurés. Il n'y a pas de visibilité pour la plupart des projets. Je peux vous assurer que 90% des projets sont rejetés. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de véritable étude de marché. Il n'y a pas la mise en valeur de ce qui fait la différence quand on veut financer une start-up, c'est-à-dire quel est le côté disruptif, qu'est-ce qu'ils apportent de plus que ce qui existe. En général, c'est souvent des copies de ce qui existe un peu à l'étranger. Si vous voulez, il y a aussi une problématique. Non, ne dites pas ça, je connais très très bien le problème, ça fait 25 ans que je travaille sur l'Afrique, je finance et je vous dirai ce qu'on est en train de faire pour répondre à votre question. Donc, quand je vous parle, moi je ne parle pas, je suis d'accord franco-tunisien, je ne parle pas de la Tunisie, je parle de l'Afrique. J'ai une vision globale, d'accord? Si après vous voulez qu'on ait des précisions, effectivement, sur l'Afrique francophone, c'est beaucoup plus complexe que sur l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone, il y a une mentalité d'homme d'affaires, on accepte l'échec, ou on accepte donc de prendre. La problématique aujourd'hui sur l'Afrique, on parle de l'Afrique, et moi je parle de l'Afrique dans sa globalité. Aujourd'hui, il y a plus de 500 fonds d'investissement qui existent, il faut le savoir, pour les startups. Après, elles sont dans des secteurs bien déterminés, puisque la BEI participe à énormément de fonds, et je pense qu'il vous donnera des exemples précis. Ce qu'il faut savoir, là, la question que vous posez, c'est sur le site capital, c'est sur le fonds d'amorçage. Et c'est là où le bas blesse, parce que si on prend des exemples, on refuse à peu près, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est plus de 90%, donc parce qu'il n'y a pas le fonds d'amorçage. Et l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre de Smart Africa, qui est l'alliance qui regroupe donc les 22 États, 11 francophones, 11 anglophones, c'est de demander à un fonds suisse de réfléchir au niveau de l'innovation, de la R&D, comment peut-on créer un nouveau fonds d'investissement pour toucher donc cette problématique donc du site capital du fonds d'amorçage sans prendre trop de risques. Donc la réflexion, elle est là, on est en train de le mettre en place, et ça va être un fonds qui va être basé sur la blockchain et la crypto-monnaie, et ça a été annoncé lors du mois d'octobre à AfriCup, ça va être un fonds d'à peu près 500 millions de dollars, avec l'objectif de financer entre 500, si on le peut, 500 dossiers par an, au niveau déjà des membres de Smart Africa, mais avec l'élargissement.
Et pour revenir à la question de monsieur sur les financements, il existe énormément de fonds d'investissement sur l'innovation. Vous avez, si on prend que les fonds comme Partech ou IP Partners, donc, qui financent pas mal de choses, mais vous avez beaucoup de fonds anglo-saxons. Aujourd'hui, vous avez énormément de création de fonds du côté anglophone, mais qui sont liés à un écosystème. Et ça, c'est la différence par rapport à ce qui existe dans le côté francophone. Si vous prenez par exemple l'exemple du Kenya, vous avez un écosystème qui a été créé autour de l'incubateur eHub d'Eric Herzmann, et Eric a apporté les financements pour financer toutes les startups qu'il avait. Le fonds, il y a un fonds qui s'est créé aussi au Ghana autour de l'incubateur MEST. MEST, c'est aujourd'hui l'un des plus gros réseaux d'incubateurs au niveau africain. MEST a financé des projets, il s'installe d'ailleurs en Côte d'Ivoire. MEST a financé des projets à partir de l'innovation. Ils ont une démarche, parce que ils viennent d'Europe du Nord, ils ont une très très bonne démarche avec un impact social, un impact environnemental. Donc ils financent ces projets, ils les accompagnent pendant 1 an ou 2, et comme ils ont créé un réseau un peu partout en Afrique, ce qui permet donc aux startups qui sont au Ghana de pouvoir travailler avec celles qui sont en Afrique du Sud, celles qui sont en Ouganda, celles qui sont au Rwanda, celles qui sont au Kenya. On va arrêter là parce que sinon... oui, non, mais si on met là-dessus... donc ça existe. Il a annoncé. On te connaît, vous voyez bien qu'il est passionné, donc vous pouvez discuter avec lui sans problème aujourd'hui ou demain. Vous voulez rajouter Non, moi, et n'oubliez pas, l'économie informelle africaine est très féminine. N'oubliez pas cette remarque qui est juste. Économie informelle et la question liée à la... je ne suis pas un spécialiste du genre et je ne veux pas rentrer dans le fétichisme du genre, mais il y a une façon d'approcher cette question parce que on a l'avantage en tant qu'institution publique de présenter des projets prétextes pour créer un écosystème. Parce que on est une institution publique, donc on peut créer un environnement où justement des startups peuvent développer des applications ou se greffer pour apporter de la valeur. La difficulté des startups, justement, en passant, c'est qu'il y a aussi en Afrique pas mal de belles idées, mais ces jeunes meurent avec leurs projets parce qu'à l'intérieur des projets, il n'y a pas de monétisation. On a des beaux projets, mais on ne sait pas monétiser. Donc, il a le projet et il meurt avec parce qu'il ne sait pas gagner de l'argent avec le projet. Or, la nouvelle approche nouvelle start-up, c'est de dire, je suis la poste, il faut développer quelque chose qui peut me permettre d'apporter le service à mon client, mais la rémunération va être partagée de sorte à ce que tu vives longtemps avec moi et ça peut être vrai pour bien d'autres domaines. Donc ça, c'est à regarder. Mais sur la question du genre, on est l'institution qui, en tout cas, en termes de population, workforce, on est à plus de 36 à 38% de femmes employées à la poste. Et quand vous regardez chez nous, le management est essentiellement dominé par les femmes, essentiellement à 40% détenu par les femmes. Parce que justement, l'histoire de notre organisation, nous sommes des agences postales, des bureaux de poste. Donc la partie gestion d'une agence postale ou d'un bureau de poste est plus vraie en termes de rigueur avec les femmes qu'avec les hommes. Voilà. Et au-delà de ça, on développe des activités qui nous permettent d'utiliser les femmes pour apporter du bon contenu. Parce que ce qu'on propose aux populations, justement, c'est d'utiliser les femmes comme, on va dire, des VRP. Parce que sur les marchés, nous avons une activité en Côte d'Ivoire qui est vraie au Sénégal, au Mali et en Guinée, qui s'appelle les tontines. Alors, ce sont des femmes qui font confiance à celui qui récupère de l'argent tous les matins dans la tontine et à la fin du mois, il y a une sorte de rémunération. Sauf que le monsieur qui récupère l'argent, il est correct 1 mois. Le 2e mois, il est toujours présent. Et le 3e mois, il disparaît. Ou même l'année qui suit, il disparaît. Or, cette solution-là, nous l'avons récupérée avec une start-up ivoirienne. On a développé cette activité traditionnelle qui date depuis des siècles pour devenir une activité digitale et qui s'appelait Tere Tere. Donc, on l'a transformé Tere Tere Digital. Il fait la collecte sur le marché. Et donc, il développe de l'épargne. Et comme le bureau de poste est là depuis 1936, donc il ne peut pas disparaître, on est sûr que l'argent est sauvegardé chez la poste. Donc,
Avec son téléphone, elle peut regarder son solde, etc. et développer. Et les femmes qui font la promotion de cette activité, justement, sont beaucoup plus crédibles parce qu'elles savent passer le message aux autres dames qui sont dans les marchés. Donc c'est une façon pour nous aussi d'inviter les femmes à ce nouvel écosystème, donc à cette nouvelle façon de générer du business. Vas-y, c'est compliqué. On va faire tourner un peu. Merci. Et Luc, il se dit, je dirai rien. On n'oubliera pas. Je voulais juste apporter un complément à cette question de financement de la start-up. Je pense qu'il y a le financement par le marché dont on ne parle pas assez. Nos États sont assez faibles dans leur capacité à délivrer des services aux citoyens. Donc il y a une distance assez importante entre les services publics et le citoyen. Et toute cette zone qui existe entre les deux, c'est une zone qu'on peut monétiser. Je prends l'exemple des extraits de naissance, où il faut faire des kilomètres, parce que c'est le lieu où on est né qu'on peut... voilà, donc on ne peut pas le faire dans un autre endroit. Si l'État essaie d'ouvrir et de déréglementer ces secteurs, c'est autant de start-up et de PME qui peuvent se créer pour rendre ce service, parce que ceux qui sont à l'étranger, les Sénégalais de la diaspora, ils sont prêts à payer pour avoir ce service-là. Et donc ça, c'est dans tous les domaines où l'administration reste traditionnelle, elle ne se modernise pas et elle ne permet pas au privé de prendre sa place pour faire le dernier maillon et atteindre le citoyen. Donc voilà des méthodes de financement sans sortir de l'argent. Un État qui dit que voilà, je mets en place une interface et les PME, créez-vous et rendez service aux citoyens, ben ça crée déjà des emplois, du business, sans qu'on ait besoin de sortir de l'argent. Donc c'est un complément que je voulais faire par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. Start-up, informel, ça vous inspire? Oui, alors merci pour votre question sur les start-up, le financement des start-up. Il y a quelques années, on a fait ce constat qu'il y avait un gros gap sur le venture cap en Afrique et notamment pour les start-up du digital. Et encore une fois, on a agi, on a innové, on a lancé ce qu'on a appelé Boost Africa. Bon, je ne suis pas fan non plus du nom, mais bon, ça s'appelle comme ça. Qui est une enveloppe justement pour investir dans des fonds d'amorçage sur la région pour vraiment des sociétés qui font de la tech. Première premier fonds dans lequel on a investi TLCom, le deuxième Partech, on a un troisième qui est déjà en validation. Cette semaine, j'ai fait 2 due deals pour au final des fonds qui feront cumuler 300 millions. Il y a 2 mois, j'étais en Afrique de l'Ouest pour un autre fonds. Donc on est en train de le déployer. Et la grosse crainte que nous avions, c'était l'absorption du marché. Parce que tout le monde nous disait, oui, mais les startups sont pas assez carrés, ils n'ont pas le business plan de finaliser, les équipes sont pas forcément bonnes, ils n'arrivent pas à monétiser. Au final, les fonds dans lesquels on a investi investissent bien plus vite que ce que je pensais. Un investissement de Telcom récemment, Twiga, qui redéfinit le modèle de distribution locale de produits agricoles, qui cartonne, qui est incroyable. Je pense que tout le monde va vouloir les financer très prochainement. Hier, j'étais avec une société qui, à mon avis, très prochainement va concurrencer LinkedIn et Indeed, mais incroyable. L'utilisation de l'intelligence artificielle qu'ils font, vous n'avez pas ça sur LinkedIn aujourd'hui. Voilà, il y a des startups qui émergent, qui sont très très bonnes, et lorsque vous mettez les fonds à disposition, ces fonds sont utilisés. J'en suis moi-même impressionné. Et je pense qu'on a fait quelque chose aujourd'hui qui marche très bien. Proparco, l'IFC, FMO, DEG, aujourd'hui nous suivent sur ces investissements. Donc je pense que la machine commence vraiment à tourner. Et peut-être qu'on aura besoin maintenant d'alimenter plus les fonds PI pour que ça suive derrière, parce que bien évidemment au niveau des marchés boursiers, sur le domaine des IPO c'est un peu compliqué, même si je pense qu'il y aura quand même quelques boîtes qui seront très intéressantes sur le marché international en termes d'acquisition, encore une fois par les grands acteurs du net. Et on le voit, il y a une société tunisienne qui... Voilà, exactement. Okay. Voilà, donc il y a une vraie, je pense qu'on y est. La machine est en route. Sur le gender, moi en fait,
c'est un constat que je me suis fait. Le digital est un facteur d'égalité, au final. L'accès au digital n'est pas si compliqué que ça. Il est un facteur d'égalité entre hommes et femmes, mais aussi entre classes sociales. Parce que lorsque je vais sur les incubateurs, parfois on voit des gens qui me disent « oui, moi j'ai fait telles études, je suis en train de lancer mon truc ». Et d'autres personnes, des jeunes femmes qui me disent « moi j'ai pas vraiment fait d'études, mais voilà, j'ai accès à un ordinateur et je lance ma start-up ». Aujourd'hui, comme je le dis souvent, pour être entrepreneur, la seule chose dont vous avez besoin, c'est Internet et un ordinateur. Alors bon, notre rôle principal à la BEI, c'est de fournir d'abord l'accès à l'Internet, ensuite d'autres systèmes de financement pour les startups. Bon, les ordinateurs, c'est un petit peu plus loin de nous, mais voilà. Je pense que c'est un vrai facteur d'égalité. Pour être précis, l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure s'appelle le financement des TPME et des PME. Les startups, les TPME, on doit pouvoir y faire quelques assimilations. Deuxièmement, les fonds d'investissement dont on a dit un petit mot aussi, ils ont des compartiments pour les startups. Moi, je ne doute pas qu'ils sont prêts, et s'ils ne le font déjà, à financer. Ça ferait partie aussi de leur... ils le font déjà. Donc, ils représentent aussi une source de financement qui n'est pas financière au sens bancaire ou fonds d'investissement, mais qui est parfaitement adaptée, je trouve, aux besoins des pays. D'autant plus, on l'a dit et redit, et c'est un lieu commun, qu'il y a en Afrique un développement fulgurant de la digitalisation et surtout la possibilité de sauter les étapes par rapport à ce que d'autres pays ont pu connaître. Alors, est-ce que tous ces financements, toutes ces bonnes idées arrivent jusqu'au Congo? Parce qu'entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, il y a le Congo. Et Luc, est-ce que ça arrive? Est-ce que vous arrivez à financer les startups et les incubateurs? Parce que c'est un sujet que nous avons. Les femmes, je ne sais pas quoi dire parce que c'est tellement sensible, mais je pense qu'on vient de le dire, hein, le domaine d'activité où la parité est vraiment mise en œuvre, c'est bien le numérique. Moi, je vois comment les femmes se battent. Et puis, il y a une expression qu'on aime bien en France, la discrimination positive. Le seul endroit où on ne pouvait pas en parler, c'est dans le numérique, parce que on voit les blogueurs, la plupart, ce sont des femmes. Il y a des initiatives partagées. Donc, pour moi, c'est un sujet sensible. Et je ne sais pas quoi dire, parce que je suis entouré que de femmes dans ce secteur-là. Mais je veux revenir sur l'informel. Et au passage, d'ailleurs, j'ai oublié de remercier les CEO Mag et Mamadou pour cette énième invitation. Pour l'informel, c'est très important parce que Tere, c'est une activité qu'on trouve dans toute l'Afrique qui est totalement informelle, qui permet aux gens de construire, acheter des maisons, acheter des voitures, mais qui n'est pas taxée. Dès lors qu'elle rentre dans votre giron de la Poste, il y a le régulateur ou le public, l'État, qui va dire bon, il y a de l'argent, c'est ce qui se passe avec les OTT. Donc le problème des taxes est un vrai problème dans l'investissement même des startups et des activités aujourd'hui informelles. Le problème de l'informel aujourd'hui, c'est le cadre. Et étant donné que ce sont des secteurs où on se sent en sécurité face aux législateurs, face à l'administration publique, on se contente de ça et après à un moment on veut dire bon voilà, nous on veut aujourd'hui avoir une reconnaissance, et quand on commence à imposer le cadre de développement économique normal, classique, les gens disent ah non, on est trop taxé et tout. Donc c'est un vrai problème de fond, et je pense que toutes les études qui sont menées, il faut appuyer en tout cas le cadre du développement de l'informel et comment ça contribue au développement économique d'un pays. L'autre élément, c'est les startups. Bon, moi les startups, franchement, ça, excusez-moi, hein, ceux qui sont des fanatiques des startups, mais en Afrique c'est du luxe. C'est du luxe, c'est un terme dans lequel il y a une coquille vide pour l'instant. Très peu de sociétés start-up se développent avec des vrais projets de développement économique, des projets de société ou des business plans rentables. Je pense que les start-up aujourd'hui, si on peut être humble en Afrique, c'est de parler de TPI, des très petites entreprises qui peuvent aujourd'hui, parce que le terme start-up, ça veut dire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'innovation. Mais quand vous n'avez pas l'éducation qu'il faut, quand vous avez perdu les centres de formation, même universitaires, les laboratoires de recherche n'existent pas, les pôles de compétitivité ne sont même pas abordés. Arrêtons de parler des choses qui sont d'une dimension en dehors de celle où on doit en parler, des dimensions autres. Donc je pense que ce sont des TPE, et si on développe le tissu avec l'étude qui est faite sur les très petites entreprises, on va voir des projets
se développer. L'autre élément, c'est, on en parlait un peu en off comme ça, mais ce sont les gros du secteur, les opérateurs qui ont gagné pendant plusieurs années de milliards sur la voie. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour accompagner? Ça devait être les premiers à porter l'innovation. Beaucoup, même en sont venus sur le terrain de l'Internet très tard. Donc on freinait l'innovation, on freinait le développement des startups locales. Et c'est maintenant même qu'on parle dans certains pays des API parce que d'autres ne veulent même pas les libérer. Donc c'est aussi un frein. L'investissement est parfois freiné dans nos propres pays. Donc ce sont des points, je pense qu'il faut, au-delà du financement, il faut aborder les points qui bloquent. Et aussi, l'autre élément, c'est la coopération internationale. Alors, moi j'entends beaucoup de choses, des fonds, mais retenez-vous, il n'y a que des fonds. Mais c'est bizarre, les conditions pour accéder à ces financements. Est-ce que les pays ou les structures locales sont éligibles remplissent les conditions? Et ça, c'est un problème, on n'en parle jamais. On parle toujours des fonds, des millions de dollars qu'on injecte en Afrique, mais on ne voit pas les conditions d'y accéder. Je prends bien que les financements, que je parlais tout à l'heure, publics. Vous avez lancé un appel d'offres, par exemple, sur même un incubateur. On va demander à la petite start-up, bien la petite société du coin qui se crée, des garanties à 30-40% du marché. Mais où elle va trouver ces fonds? Et après, on va dire non, mais pour le capital, pour adhérer, bénéficier de certains fonds disponibles en Afrique, il faut des garanties, il faut des locaux, il faut des bureaux. Et les locaux, c'est quoi? C'est déjà le capital de départ. C'est déjà le chiffre d'affaires, c'est le capex déjà qu'on commence à toucher. Ça coûte, le mètre carré coûte cher. Donc il faut alléger les procédures, je pense. Les initiatives de fonds publics, ça devient des taxes. Des bailleurs, ça devient quelqu'un parlait tout à l'heure je ne sais pas si c'était ce panel où on parlait de financer la pauvreté. Mais tout ça, la plupart des fonds, ce sont des endettements. Quand on s'adresse au secteur public, on endette les pays. Les bailleurs ne font que d'emprunter de l'argent qui ne sert parfois pas à ce qu'on veut résoudre comme problème. Donc c'est vraiment une vraie réflexion qu'il faut mener. Et je pense que ici l'appel, le plaidoyer, c'est surtout pour dire regardons le problème dans ça. Ne nous limitons pas au sommet de la pyramide en disant voilà, il y a des startups, voilà, on apporte des fonds, mais quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour accéder à ces fonds? Et quels sont les impacts? Parce que l'endettement, Banque mondiale, BAD, Union européenne, pour l'Union européenne, ce n'est pas souvent des prêts, mais tous ces prêts injectés pour le développement du numérique, pour l'innovation, qui coûtent cher aux États, n'apportent pas les solutions parce que c'est parfois mal structuré, c'est parfois des doublons. Donc moi, je pense que le problème de fond se situe aussi à remettre à plat un peu toutes ces questions et voir effectivement au cours de forums comme celui-ci comment la question peut être abordée. Voilà, et puis la dernière chose, n'oublions jamais le capital humain, parce que vraiment, aujourd'hui se pose un vrai problème. Et la diaspora a un rôle à jouer. Moi, je viens de la diaspora, j'ai eu le courage de rentrer. Mais en local, qu'est-ce qui se passe? On ne pense même plus aux universités. On pense start-up, on oublie que moi, j'ai un bon exemple du Cameroun, où quand j'ai assisté à une conférence, tous ceux qui venaient, les petits start-up, là, ils venaient de l'École nationale polytechnique du Cameroun. Quand je compare, je dis, mais purée, on a pris les meilleurs, on en fait aujourd'hui des hommes d'affaires. Mais qui va enseigner les mathématiques pour faire des algorithmes et tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle? C'est des maths, c'est des logiciels, c'est des algorithmes. Qui va faire ça? Si on oublie l'université, qui va analyser? Qui va faire demain l'intelligence artificielle si on n'équipe pas on n'aide pas les scientifiques? Et aujourd'hui, j'ai rien contre l'Europe, j'ai été formé en Europe, je suis européen en partie. Mais on prend tout ce qui marche bien en Europe, parfois moins bien, et on veut que ça marche en Afrique. Il faut adapter des modèles qui correspondent aux besoins de l'Afrique. Et là, je pense que et les financements et les études vont répondre à un besoin réel et tout le monde est gagnant-gagnant au final. Voilà ce que je voulais dire par la suite. Vu l'heure, on va considérer, si vous êtes d'accord, que c'est une conclusion. Moi, je rajouterai juste un petit point qui était un peu la conclusion de l'an dernier des ATDA. Parce qu'il y a un vrai problème de profondeur de marché également. Si on allait vers un marché unique du numérique en Afrique, objectif de long terme, puisqu'on n'est même pas encore en Europe, ça serait quand même bien, parce que le nombre de projets de start-up que je connais, qui est la même au Sénégal, au Burkina ou au Niger, aucune ne réussit évidemment à vivre, alors que c'est celui-ci, elle vivrait. Voilà, donc c'est une simple conclusion, et c'est notre ami Abossé qui était en charge du marché unique, mais il est parti, alors... on verra l'an prochain. Et peut-être pour l'an prochain, il faut que tu prévois, Mohamedou, 2 ou 3 sujets financiers, parce que c'est très vaste. Merci à vous tous. Merci.